On n'est pas seul dans l'histoire. On n'est pas en train de jouer un but vide. De l'autre côté, il y a le Hamas. Le Hamas refuse de quitter le pouvoir. Et pour ne pas quitter le pouvoir, la carte qui garde proche de lui, sa carte pour ne pas quitter le pouvoir, c'est les otages. Et le fait de dire, il va et libérer tous les otages et quitter le pouvoir en même temps, c'est quelque chose d'impossible. Pour ne pas quitter le pouvoir, il va garder les otages. Donc l'idée de dire, on va continuer tous les deals et au bout du compte, le Hamas va quitter, c'est pas quelque chose de logique. Le Hamas ne libérera pas tous les otages, justement pour ne pas quitter le pouvoir. Nous avons le plaisir d'être en ligne avec Nissim Slama. Nissim, bonjour, Boker Tov. Ok, Tom, comment ça va? Et nous, ça va très bien. Je rappelle à nos auditeurs que vous êtes membre du Likoud, mais que vous êtes aussi le responsable d'un podcast particulièrement intéressant que je vous invite à consulter. Vous allez nous dire exactement comment on peut faire pour consulter votre podcast à la fin de cette intervention. Mais avant tout, je voudrais qu'on revienne sur l'actualité brûlante de cette nouvelle semaine, de ce Shabbat en particulier, avec d'une certaine manière la satisfaction de voir 3 otages libérés, effectivement. De les voir aussi peut-être en meilleure forme que les otages qui ont été libérés la semaine dernière, mais aussi avec tout de même une certaine appréhension, et dites-moi si je me trompe, parce qu'on se souvient qu'en milieu de semaine, au moment de la crise, le président Trump avait lancé un ultimatum, et on voit que finalement l'ultimatum c'était clair, c'était la libération de tous les otages avant midi hier. Or cet ultimatum n'a pas été respecté par le Hamas. Le Hamas a libéré, a fait sa part de l'accord, mais pas plus. Est-ce que vous pensez que Donald Trump est peut-être allé trop loin et qu'il a perdu, on va dire, une forme de levée de pression en direction du Hamas par cet ultimatum qui était peut-être un petit peu exagéré? Bon, faut comprendre, c'est pas le Hamas qui n'a pas respecté l'ultimatum, c'est Israël qui n'a pas respecté l'ultimatum, parce qu'au bout du compte, c'était à Israël de réagir dans le cas où l'ultimatum passe et on ne reçoit pas tous les otages. Ce qui se passe en fait, c'est que Trump fait un ultimatum au nom d'Israël, que Israël, elle a d'autres calculs à faire. Et ça pose problème surtout par rapport à la crédibilité d'Israël, moins que celle de Trump. Trump, il peut dire jusqu'à demain. Au bout du compte, il donne à Israël carte blanche. Israël décide ce qu'elle veut. Israël a décidé de ne pas utiliser cette carte blanche. Ah, qu'est-ce que ça veut dire? C'est le grand problème. Qu'est-ce que ça veut dire? Qu'est-ce que ça veut dire? C'est des pourris qui font ce qu'ils veulent et qui font du. Au bout du compte, eux, ils avaient décidé de pas donner aucun otage. Le fait qu'ils ont continué l'accord qu'on a fait avec eux, ce qui a perdu la crédibilité, c'est surtout le fait que Israël a reçu carte blanche de Trump de faire ce qu'elle veut et que Israël continue dans la même optique de faire des affaires avec le Hamas et de libérer des terroristes en échange de 3-4 otages à chaque fois. Et à mon opinion, moi je l'ai dit depuis le départ, je sais que je suis en minorité dans la société israélienne. Je pense que toutes ces histoires de deal avec le Hamas, il faut les arrêter totalement. On doit faire aucun deal avec le diable. On doit tout simplement les attaquer, leur prendre des morceaux de territoire jusqu'au moment où ils nous ramènent les otages. Mais vous savez exactement que cela risque de coûter la vie aux otages qui restent, qui sont là derrière, qui sont encore détenus par le Hamas. Dans tous les cas, ce qui se passe aujourd'hui, c'est que la vie des otages est en risque. Il reste que 37 otages en vie sur 73 qui sont encore là-bas. Et leur vie est en risque. Et au bout du compte, le Hamas ne délivrera pas tous les otages. C'est leur carte de survie. Sans les otages, le Hamas ne peut pas survivre. Donc de penser que le Hamas va arriver jusqu'au bout de tous les deals, jusqu'au machin, et qu'il va délivrer tous les otages, c'est faux. C'est vivre dans un rêve. Le Hamas ne délivrera pas les otages. Deuxième chose, entre d'un côté, délivrer les otages et de l'autre côté, laisser revenir à la situation du 6 octobre et pire, parce que c'est le prix de ce deal et arrêter la guerre, je suis désolé de le dire, mais ne pas arrêter la guerre est beaucoup plus important. De finir avec le Hamas est beaucoup plus important. Au bout du compte, l'existence de Hamas, c'est une existence qui met en péril l'existence même d'Israël. C'est-à-dire que tous les gens qui habitent autour de la bande de Gaza vont quitter là-bas parce que je ne vais pas habiter à côté d'un endroit qui est tellement dangereux. Tous les gens qui habitent le long de la ligne verte entre Israël, le territoire souverain d'Israël et la Judée-Samarie, proche des villes de Kalkilia ou de Toul-Karem ou toutes les villes palestiniennes, que c'est la même chose que le Hamas au bout du compte. Et que demain, il peut y avoir exactement la même chose sur les villes de Rosh Haïn. Il faut bien comprendre la distance entre Tel Aviv et la Judée-Samarie et les zones palestiniennes, les zones palestiniennes, c'est à peu près la même distance entre Gaza et la ville de Ofakim, là où les terroristes du Hamas sont arrivés le 7 octobre. Les gens n'iront pas habiter là-bas. Au bout du compte, on parle là d'une menace existentielle pour Israël. Et je parle pas de la frontière nord, et je parle pas de ce qui se passe avec la Syrie, et je parle pas. Donc c'est très sympa qu'aujourd'hui on est fort, on est bon, on a l'armée partout. Mais qu'est-ce qui se passe dans 10 ans, dans 15 ans?
Vous croyez que les gens, ils oublient? Les gens, ils ont la longue mémoire. Ils vont se rappeler que le 7 octobre, le Hamas nous a attaqué, a tué 1500 personnes, a violé, a tué des enfants, a coupé les têtes des bébés. Et au bout du compte, qu'est-ce qui s'est passé? Ben rien. On leur a tué des gens dans le Gaza. Qu'est-ce qu'ils s'en fichent? C'est des shahids. C'est des martyrs, on s'en fout. On leur a détruit des maisons, on s'en fiche. Au bout du compte, si le Hamas survit et que Israël ne met pas les pieds, ne reste pas à l'intérieur de Gaza, ça veut dire qu'ils ont gagné la guerre. De leur côté, ils ont gagné la guerre et ça valait la peine de faire le coup. Alors d'accord, on a bien compris. C'est très important de libérer les otages. C'est très important de libérer les otages, mais la survie d'Israël est encore plus importante. Je peux comprendre votre position, mais finalement, aujourd'hui, personne ne dit que le Hamas va rester au pouvoir, parce que c'est probablement ce qui a le plus changé, on va dire, au cours de ces 6 semaines. C'est vrai qu'il y a eu une libération des otages, mais ce que l'on a vu, c'est la cruauté, le cynisme du Hamas, et que quelque part, cela a touché, on va dire, beaucoup de pays dans la communauté internationale, y compris dans le monde arabe. On a vu des Arabes qui disaient que le Hamas était la honte du monde arabo-musulman. Alors, est-ce que finalement, dans le cas précis, en sachant que d'un côté, vous posez l'équation comme cela, si je ne m'abuse, d'un côté vous dites il n'y aura pas de libération de tous les otages d'un autre côté, et donc il faut la mise dans la seconde phase n'aura pas lieu, et donc il faut reprendre le combat. Et bien d'un autre côté, il y a aussi le fait que la communauté internationale, ou en tout cas au moins certains pays, disent clairement ils ne veulent pas le Hamas dans la bande de Gaza. Et ils ont dit ça aussi le lendemain du 7 octobre. Et le 7 octobre, c'était encore pire que 3 personnes qui sont libérées comme survivants de la Shoah. Le lendemain du 7 octobre et les semaines qui suivent le 7 octobre, tout le monde a dit la même chose. Et qu'est-ce qu'on se retrouve? Ils sont passés 2, 3 mois, 4 mois, et après quelques mois, déjà, on a commencé à parler de manière différente. Donc la communauté internationale, avec tout le respect qu'on a pour elle, c'est pas elle qui va décider le sort d'Israël. C'est Israël qui décidera du sort d'Israël. Non, mais il y a le président Trump aujourd'hui qui dit clairement, il propose un plan très clair, un plan qui vise à déplacer toute la population palestinienne, et donc il n'est pas question pour les Américains aujourd'hui, et on sait qu'il y a une nouvelle administration aujourd'hui, de maintenir une quelconque forme de pouvoir du Hamas dans la bande de Gaza. Et on est tous d'accord pour ça. Tout le monde est d'accord. Je pense que la majorité de la population israélienne soutient le plan de Trump. Moi aussi, je le soutiens. Tout le monde soutient le plan de Trump, il n'y a aucun problème avec ça. Tout le monde soutient le fait que le Hamas ne reste pas à Gaza et que c'est au bout du compte. Mais il faut bien comprendre, on n'est pas seul dans l'histoire. On n'est pas en train de jouer devant un but vide. De l'autre côté, il y a le Hamas. Le Hamas refuse de quitter le pouvoir. Et pour ne pas quitter le pouvoir, la carte qui garde proche de lui, sa carte pour ne pas quitter le pouvoir, c'est les otages. Donc, si jamais le fait de dire il va et libérer tous les otages et quitter le pouvoir en même temps, c'est quelque chose d'impossible. Pour ne pas quitter le pouvoir, il va garder les otages. Donc l'idée de dire on va continuer tous les deals et au bout du compte le Hamas va quitter, c'est pas quelque chose de logique. Le Hamas ne libérera pas tous les otages justement pour ne pas quitter le pouvoir. Alors qu'est-ce qu'il va demander? Il va augmenter les demandes. Après, il va nous dire qu'on doit quitter complètement la bande de Gaza. Ensuite, peut-être, il va nous dire qu'il faut libérer tous les prisonniers qui sont, tous les terroristes qui sont dans la prison israélienne. Ensuite, il va nous dire peut-être qu'en Judée-Samarie, il faut se quitter aussi. Et peut-être qu'autour de la bande de Gaza, il faut aussi faire il faut retirer l'armée. Les demandes, elles vont que s'accumuler. Donc, de penser que le Hamas va libérer les otages et accepter de quitter le pouvoir. Alors, quelle est pour vous la solution? Comment sortir de cette impasse? La solution pour moi est toujours la même depuis le 7 octobre jusqu'à aujourd'hui. Je répète toujours la même chose. La seule chose qui compte pour le Hamas, pour le mouvement palestinien de manière générale, je ne parle pas maintenant du Palestinien de Gaza, je parle d'une manière idéologique. Ce qui est important pour eux, c'est le territoire et le fait d'être ici sur place. C'est ce qu'on appelle en arabe tsumut, le fait de s'accrocher à la terre. Donc le plan de Trump. Ça, c'est une bonne manière de faire des pressions. Deuxième chose, territoriale, une pression territoriale, pas une pression militaire simplement, mais une pression territoriale. Tu ne rends pas des otages, je te pique du territoire. Chaque jour que les otages ne sont pas rendus, il y a 100 mètres, 200 mètres qui font partie maintenant d'Israël. Troisième chose, prendre une zone qu'on a éclairée, qu'on a vidée de tous les terroristes, comme on l'a fait à Netzarim. Et on fait rentrer là-bas la population civile palestinienne. Et il n'y a que là-bas qu'elle peut recevoir de l'aide humanitaire. Évidemment, avant d'y rentrer, on vérifie chaque personne qui rentre dans cette zone-là. Il y a tellement de solutions qui sont possibles de faire. Mais on refuse de les faire par la conception qu'on continue avec les mêmes idées d'échange, etc., etc., etc. Il faut changer un peu la tête, comprendre ce qui est important pour les Palestiniens. Ce qui est important pour les Palestiniens, c'est pas le fait qu'ils soient tués et c'est pas le fait qu'on détruise des maisons. Ce qui est important pour les Palestiniens, c'est le territoire. Tant qu'on ne prend pas du territoire, tant qu'on ne continue pas. Une autre manière encore, c'est par exemple de dire, on fait la guerre, chaque fois que tu me rends un otage,
je te donne 2-3 heures de répit de cessez-le-feu. 3 heures, 4 heures de cessez-le-feu pour chaque otage que tu rends. Par exemple, il y a tellement de solutions qui sont possibles. Est-ce que vous dites... Sans libérer des terroristes, etc. Et au bout du compte, tout le monde fait ça, tout le monde fait la guerre de la même manière. Le fait de faire une zone neutre dans laquelle les civils peuvent rentrer et là-bas recevoir de l'aide humanitaire, toutes les armées au monde le font. Il y a qu'en Israël où on veut toujours inventer de nouveau la roue. C'est-à-dire on invente la roue. Mais alors concrètement, on voit que toutes les démarches, c'est-à-dire même la première phase de cet accord, prive Israël de certains leviers de pression, comme par exemple le fait que de s'être retiré il y a 2 semaines de l'axe de Netzarim. C'est-à-dire là, de facto, aujourd'hui, une partie importante de la population de la bande de Gaza est passée du sud vers le nord, et on est revenu quasiment à la situation qui prévalait avant le 7 octobre. On n'est pas exactement revenu à la situation. Il manque encore à peu près, il y a 1 demi-million de personnes qui sont remontées, et 1 demi-million qui sont remontés, repartis vers le sud parce qu'ils n'ont rien à trouver. Il n'y a pas de maison, il n'y a rien en haut. Il n'y a rien dans le nord de Gaza. Donc on n'est pas exactement dans la même situation. Oui, le fait qu'on ait fait un deal et que maintenant, par exemple, si demain on doit reprendre les combats, on va payer en nombre de soldats tués et on va payer en nombre de civils qui vont être tués par les terroristes qui ont été libérés pendant ce deal-là, pendant cette première phase. Le fait d'avoir libéré un certain nombre d'otages, au bout du compte, ce qu'on fait, c'est qu'on échange des futurs tués par la guerre et par le terrorisme contre des otages aujourd'hui. C'est quelque chose qui serait fait assez souvent. Le fait de jouer la carte du futur sur ce qui se passe aujourd'hui. À mon humble opinion, moi je suis contre. J'étais contre le deal dès le départ. Mais le fait qu'Israël fait, donc ce qu'on doit faire aujourd'hui, c'est tout simplement arrêter le deal, même de manière non officielle, trouver une manière dont le Hamas enfreint le deal, il enfreint tous les jours. C'est très facile de trouver une infraction. Et repartir à l'attaque. Alors, ça va coûter des soldats qui ont été tués. Oui, mais mieux vaut quelques soldats tués aujourd'hui, désolé de le dire, et ça fait partie de moi aussi. Et dans 1 semaine, je suis à l'armée, moi. Dans 1 semaine, je repars pour 2 mois et demi de service dans Gaza. Donc, je ne parle pas des autres, je parle de moi-même. Je préfère ça que, dans le futur, avoir des dizaines et encore des dizaines et des centaines de tués et encore une fois, de nouveaux otages. Et certains vous diront, face à cet argumentaire qui se tient d'une certaine manière, vous diront, eh bien, vous faites montre de beaucoup de cruauté envers les otages eux-mêmes, c'est-à-dire c'est de ne pas tenir compte de la vie des otages, c'est-à-dire c'est peut-être pas tout à fait juif ou tout à fait humain de laisser les otages, surtout lorsque l'on sait dans quelles conditions ils sont détenus. Il ne faut pas être cruel envers les prochains otages. Les futurs otages, les futurs tués, les futurs soldats tués, les futurs civils qui vont être tués dans les rues d'Israël. Moi, j'habite à Jérusalem. J'ai des terroristes qui ont été libérés pas très loin de chez moi, dans les quartiers à côté. J'ai peur pour mes enfants. Donc, et les gens, peut-être que les gens qui sont pour à tout prix, ils sont aussi cruels. Enfin, les futures personnes, les futurs otages qu'on connaît pas encore. Donc, c'est très simple aujourd'hui. C'est très facile et je comprends au niveau humain. Je le comprends vraiment. Je suis pas contre. C'est pas des gens mauvais. Je comprends au niveau humain. Quand on connaît une personne, qu'on connaît son nom, on connaît sa famille, on veut à tout prix la libérer, on veut tout faire. Mais le nom des futurs otages, on les connaît pas. Le nom des futurs tués, on les connaît pas. Donc c'est pour ça qu'on n'en fait pas attention. Mais ils vont venir. Parce qu'à partir du moment où le Hamas et tous les Arabes autour comprennent que si je prends des otages israéliens, j'ai carte blanche pour faire ce que je veux et tuer, violer, faire ce que je veux, parce que tout simplement j'ai pris des otages, bah, on invite les futurs otages. On invite les futurs tués. Donc ces gens-là, on les connaît pas encore. Ok. Je comprends le fait qu'on connaît pas encore et donc on ne le pense pas. Mais au bout du compte, moi j'y pense. Moi j'y pense. Je regarde les enfants qui passent dans la rue, je regarde l'école à côté qui est juste à 100 mètres de chez moi. Et je me dis, est-ce que ces enfants, ils vont survivre le fait qu'il va y avoir des attaques terroristes qui vont venir à cause de des terroristes qui ont été libérés? Est-ce que peut-être dans 10 ans, l'un d'entre eux, il va être dans un festival à côté de la bande, peut-être à côté du Liban, ou à côté de Kalkilia, à Rosh Haïn, ou peut-être à côté de la bande de Gaza, et lui, à nouveau, il va avoir la même histoire? Et cette fois-là, il va pas avoir 1500 tués, et 250 otages. Peut-être qu'il y aura 10 000 tués, et 1000 otages. À chaque fois, ça va en crescendo. Donc le fait on paye aujourd'hui. Ce qu'on fait, c'est on fait un prêt sur l'avenir. Ce qu'Israël fait un prêt sur l'avenir. Elle dit, pour ne pas payer aujourd'hui une certaine somme en soldats tués, en otages, etc. Ce que je fais, c'est que je fais un prêt pour l'avenir et que demain, je payerai beaucoup plus. Mais l'avenir, on verra ce qui va se passer d'ici. Oui, c'est toujours ça. Mais on parie sur notre avenir. Il y a des gens qui disent, qu'ils ont tiré les leçons du 7 octobre et que effectivement, lorsque tous les otages, au moins on va dire l'immense majorité des otages, auront été libérés, eh bien,
on pourra alors effectivement relancer une attaque et le faire par exemple comme on l'a fait avec beaucoup de force et de puissance au Liban, où on a vu très rapidement à quel point le Hezbollah s'est effondré finalement parce que quelque part Israël est aussi prisonnier du fait qu'il y ait des otages dans la bande de Gaza. On l'a vu à de multiples reprises. Le problème, je comprends vraiment. On peut être solidaire, mais combien un minimum d'otages? Quel est le nombre d'otages qu'on peut laisser au Hamas et attaquer en sachant qu'une partie de la population israélienne n'est pas prête à accepter qu'il y ait même un otage? Encore une fois, le Hamas gardera toujours des otages parce que c'est sa carte de survie. Par rapport au Hezbollah, on n'a pas éliminé le Hezbollah. Le Hezbollah est toujours une menace. Alors aujourd'hui, il est faible, il est affaibli, etc. Mais si le Liban, l'État libanais ne détruit pas le Hezbollah lui-même, et ça m'étonnerait qu'il le fasse, on n'a pas fini le boulot. On finit jamais le travail en Israël. C'est un de nos gros problèmes. On n'a pas éliminé le Hezbollah. Donc aujourd'hui, il est très faible. On ne sait pas ce qui se passe dans 10 ans, dans 15 ans. Et si ce n'est pas le Hezbollah, ce serait une autre organisation. Alors ce ne sera pas le Hezbollah chiite, ce sera une organisation sunnite. Ok, big deal. Au bout du compte, le fait est qu'on a accepté et qu'on montre à tout le monde comme quoi il suffit tu peux prendre des otages en Israël et tu peux attaquer. Donc peut-être ça se passera pas demain, peut-être pas dans 1 an, dans 2 ans, mais dans 10 ans, dans 15 ans, qu'est-ce qui se passe? Et j'oublie pas non plus ce qui se passe en Égypte, que l'armée égyptienne est en train de se renforcer, de devenir de plus en plus forte, et que qui sont prêts qui parlent d'attaquer Israël. Donc encore une fois, je comprends très bien le problème humain, mais au bout du compte, il faut réfléchir qu'on est un État, qu'on n'est plus une petite communauté dans un ghetto en Pologne ou au Maroc. On est un État. Un État doit réfléchir de manière rationnelle et ne pas faire des prêts sur l'avenir et sur l'avenir du pays pour des otages. Donc il faut tout faire pour libérer les otages, tout, sauf mettre en menace l'avenir d'Israël. Faire des deals comme ça, c'est mettre en menace l'avenir d'Israël. Alors, je ne peux pas m'empêcher, parce que je vous ai présenté également comme membre du Likoud, de vous poser la question, parce que on voit les sondages, finalement, le Likoud, en tout cas, selon les sondages du Maariv qui sont réguliers chaque semaine, on voit que aujourd'hui l'actuelle coalition, elle est dans une situation assez difficile. 44 députés, s'il devait y avoir des élections aujourd'hui. Finalement, est-ce qu'il n'est pas temps de remettre en cause le leadership de Binyamin Netanyahou? Oui, mais par qui? Le fait est qu'au niveau sociologique, dans la droite libérale israélienne, donc je parle du Likoud, qui était avant Herut, Begin, etc., et avant ça Jabotinsky, et on a énormément de mal à remplacer le chef de parti, le leader. Et c'est une question sociologique, il faudrait écrire des bouquins dessus, mais le fait est que depuis Jabotinsky jusqu'à Netanyahou, aucun leader du Likoud n'a été remplacé par les membres du Likoud. A été limogé, c'est très important, contrairement par exemple à ce qui se passait avant dans le Parti travailliste. Pourquoi, comment ça se passe? C'est une bonne question. Mais le fait est que oui, pour l'instant, Netanyahou, malgré toutes les critiques qu'on a contre lui, dont les miens, donc j'ai énormément de critiques, je vois pas qui pourrait le remplacer, et en plus je vois pas qui aurait le courage de se présenter contre lui, en sachant que même si je présente devant lui maintenant le Mashiach, et c'est pas sûr que le Mashiach arrivera à gagner Netanyahou dans les primaires, tout simplement parce que c'est une question sociologique, que dans la droite israélienne, la droite libérale israélienne, la droite démocratique, contrairement aux partis de gauche aujourd'hui qui ne sont pas démocratiques, justement dans les primaires par exemple, on peut parler contre Netanyahou, vous m'entendez tout le temps faire des critiques contre lui parce qu'on a des primaires et qu'on a un parti démocratique, mais pour remplacer, c'est quelque chose de beaucoup plus compliqué. Je pense que vraiment, il faudrait écrire des bouquins au niveau, mais c'est plus pour les sociologues que pour moi, ce genre de questions. Alors, il nous reste vraiment 1 minute, Nissim. Oui. Un mot sur cette affaire dont on parle beaucoup dans certains médias, cette affaire, ce que l'on appelle le Qatar Gate, à savoir les proches conseillers de Binyamin Netanyahou qui auraient fait la promotion du Qatar en pleine guerre. Ok, il faut bien comprendre. D'abord, le Qatar est une entité, à mon opinion, une entité terroriste qui soutient le Hamas, donc c'est pas des gens très simples. D'un autre côté, on voit la chaîne numéro 12, la chaîne principale israélienne, qui a fait une interview vraiment, c'est pratiquement lui ont ouvert un gâteau d'anniversaire au Premier ministre du Qatar. Ensuite, on a Yair Lapid et Gantz et toute l'opposition qui parle toute la journée du Qatar, qui disent toute la journée comme quoi c'est des gens bien, qui sont allés les visiter, etc., etc., etc. Donc le fait d'avoir du support pour le Qatar et d'aider le Qatar, il faut bien comprendre que la chaîne numéro 12, la chaîne qui est de gauche, et l'opposition israélienne a fait beaucoup plus que n'importe qui. Ok, donc c'est un peu bizarre qu'ils viennent et qu'ils reprochent. D'autre côté, rien n'est prouvé, on parle d'un article dans la presse israélienne. D'un troisième côté, vraiment, si c'est prouvé et que ça sera prouvé au bout du compte, évidemment qu'on a un grand problème
et qu'il faut que Netanyahou tout simplement fasse, vous savez, comme à Pessah où on cherche le Hametz avant la fête, c'est ça qu'il faudrait faire Netanyahou parce que c'est pas quelque chose de logique. Il faut faire la pression pour enlever le Qatar de toutes les discussions. Le Qatar est vraiment un des grands problèmes parce qu'il sait jouer le double jeu, le Qatar. Donc je comprends l'inquiétude par rapport à ce qui se passe chez Netanyahou, mais de l'autre côté, il ne faut pas comprendre que ceux qui ont le plus fait avancer les intérêts du Qatar en Israël, c'est pas Friedenstein, c'est pas un des conseillers de Netanyahou, etc. C'est vraiment l'opposition et la gauche israélienne. On a bien compris en tout cas. Merci beaucoup Nissim Slama. Alors je rappelle effectivement que vous êtes donc le responsable d'un podcast Israël Décryptage. Alors comment on peut le voir il suffit tout simplement de taper Israël Décryptage et vous tombez. Exactement, sur les plateformes de Spotify ou Apple Podcast ou toutes les plateformes de podcast Israël Décryptage. Vous pouvez taper aussi mon nom, Nissim Slama. Et vous pouvez y arriver très facilement. Pour l'instant, on a quelques épisodes. C'est très intéressant. On va continuer à faire des épisodes, malgré que, a priori, là, je vais avoir une grosse pause de quelques mois à cause de l'armée. Mais je vous invite tous à écouter et merci beaucoup d'avoir appelé cela. Voilà, et on vous souhaite bonne chance pour votre nouvelle période de réserve depuis, je crois que c'est la 4e ou la 5e depuis le début de la guerre, dans la bande de Gaza. En tout cas, merci beaucoup d'avoir été disponible pour nous ce matin. Nissim Slama, bonne journée, bonne continuation. À bientôt. Bonne semaine.